Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Avec quel budget? Et nous avons l'honneur de recevoir dans ces studios Georges Milumbu, doctorant en économie de l'éducation et expert en éducation. Avec lui, on va parler de la gratuité de l'enseignement. Est-ce possible en RDC? Bienvenue, Georges Milumbu. Merci beaucoup, David. Est-ce que vous y croyez à cette promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui, j'y crois parce que le pays a la ressource humaine et le capital humain qu'il faut pour trouver des solutions. À chaque problème, il y a toujours une solution. La gratuité est possible pour l'année scolaire prochaine, mais seulement il y a des préalables. Quels sont ces préalables? Ces préalables-là, vous savez, nous sommes un pays qui a plus ou moins 600 000 enseignants identifiés, dont 350 000 sont payés à la date d'aujourd'hui. Donc vous comprenez qu'il y a 250 000 enseignants non payés. Et nous avons plus ou moins 60 000 enseignants, et 60 000 écoles, dont seulement un quart est plus ou moins en dur. Donc vous comprenez qu'il y a 45 000 écoles en pisé, en paille sous les manguiers. Donc vous comprenez, et nous avons mené des études dans ce pays où il y a plus ou moins 2 millions d'enfants à l'âge de l'école primaire qui n'auront pas la chance d'accéder à l'école s'il n'y a pas de mesures telles que la gratuité. Bien entendu, il y a bien d'autres raisons, notamment la culture qui fait que, par exemple, nos compatriotes pygmées n'accèdent pas à l'école, mais la plus grande barrière de ces 2 millions-là, de plus de 2 millions-là, c'est la pauvreté. Donc la gratuité s'avère une solution à cela. Et pour qu'une mesure de gratuité comme ça se prenne, en face de 250 000 enseignants non payés, en face de 45 000 écoles, et, disons, en mauvais état, il y a une réflexion à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est selon les moyens disponibles. Le président de la République peut dire « je peux payer les 250 000 enseignants ». On prend la décision de la gratuité sur l'ensemble des classes, de la première année en 6e année. Et à côté de ça, il y a cette demande des élèves qui vont venir nombreux à l'école. Donc ces 2 millions-là vont chercher à rentrer dans le système. Vous comprenez que nous n'avons pas de salles disponibles. Et pour ça, je ne vois pas Félix faire le miracle pour construire les 45 000 écoles ou ajouter les classes supplémentaires. Lui, il aura le problème de payer les enseignants de plus. Parce qu'il y a possibilité de trouver 300 élèves, 400 élèves dans une salle de classe. C'est pour dire qu'il y aura besoin de nouveaux enseignants. Et là, ça sera de la responsabilité du gouvernement. Mais pour qu'une solution soit faite, il faut très rapidement que les réflexions commencent à se faire pour réfléchir comment sensibiliser les communautés. Vous voyez la même dynamique que nous avons pour construire nos écoles. Oui. Nous pouvons aider ces gouvernements dans nos villages, à Kabe, à Kamwanga, à Rutshuru. Là, on n'a pas besoin que beaucoup de moyens aillent. Les communautés vont ajouter les salles de classe supplémentaires en utilisant les matériels locaux. Donc, on peut ajouter des salles de classe en daube et en paille, pourvu que les bancs, on peut tailler les bois et les enfants peuvent avoir où s'asseoir et apprendre. Le problème sera ces nouveaux enseignants qu'il faut payer et les former également à cela. Mais si les moyens ne sont pas suffisants et qui n'ont pas encore maîtrisé comment rationaliser les ressources qui sont en train de partir en termes d'évasion fiscale et autres, nous pouvons proposer des scénarios adaptés pour que la gratuité soit la bonne. Vous savez que déjà dans ces pays, la mesure de gratuité a été déjà prise. Nous avons 24 sur 26 provinces qui sont sous la mesure de la gratuité, mais qui ne fonctionnent pas, parce qu'ils n'ont pas tenu en compte ce que je suis en train de dire. Est-ce que la gratuité de l'enseignement ne pourra pas renforcer la baisse du taux de l'enseignement RDC? En principe, en tant qu'économiste de l'éducation, là, je dis sans complaisance, la gratuité n'est pas une bonne nouvelle pour la qualité de l'éducation. Oui. Donc, une élite ne peut pas se former par la gratuité. La connaissance, c'est une marchandise. La connaissance se vend comme les pains, comme ta cravate, comme tes lunettes. Oui. Donc, ça a un prix. La connaissance étant chère, ça ne peut que se payer cher. Mais dans le cas d'espèces, dans un pays avec, disons, la pauvreté à outrance, pour essayer un peu d'équilibrer les choses, comme l'éducation c'est un droit, il faut donner ce droit à tout enfant congolais. C'est pourquoi il faut venir avec des mesures de la gratuité. Mais en soi, la gratuité n'est pas une bonne nouvelle. Parce que la connaissance étant une marchandise qui se vend, et dans l'économie du marché, les parents choisissent
quel produit, quelle qualité de produit, quel produit et quelle est sa qualité qu'il veut avoir. Et même la connaissance, les parents décident de quelle qualité de connaissance ils peuvent avoir. C'est pourquoi ceux qui ont un peu de moyens envoient leurs enfants dans les écoles privées. C'est tout à fait normal. Mais ceux qui n'ont pas les choix de la qualité, c'est ceux qui attendent la gratuité de l'enseignement. Et le cas de la RDC, vous voyez, je vous parle de plus ou moins 2 millions d'enfants qui ne peuvent pas avoir la chance d'accéder à l'école si on ne prend pas la mesure de gratuité. Donc, pour gérer les équilibres, parce que l'avenir du pays en dépend, s'il faut qu'on s'attende après plusieurs années qu'on trouve 2 millions d'illettrés au Congo, c'est les pays que nous sommes en train de les léguer aux autres. Au lieu qu'on lègue les pays à une bonne nouvelle génération, on va léguer un pays et c'est l'étranger qui va nous occuper sans guerre, sans conflit. Donc, il faut une mesure de gratuité. Quand bien mais la gratuité n'est pas une bonne nouvelle, mais il faut la prendre dans les contextes, au niveau où nous sommes, il faut la gratuité. Et malheureusement, dans un pays où la population n'est pas identifiée, en principe, une bonne mesure de gratuité serait celle sélective. Ce n'est pas habiter au village qu'on est pauvre, non. Quelqu'un qui est au village, il peut élever des vaches et beaucoup de pots, donc il peut payer facilement les frais de ses enfants. Le problème, c'est que la population n'est pas identifiée, on ne connaît pas qui a combien, qui a quoi, pour qu'ils ne bénéficient pas de la gratuité. Mais avec cette mesure qui doit être collective, ça pose les problèmes pour rationaliser la gestion des ressources de l'État qui sont déjà limitées. Mais la gratuité, elle est possible, mais sous ces préalables-là. Beaucoup d'enseignants ont payé, les bâtiments, les infrastructures en mauvais état et la population non identifiée, et on doit faire avec pour que nous puissions absorber le maximum d'enfants dans le système. Est-ce que cette gratuité, c'est avec quel budget? Parce que lorsque l'on essaie de voir les budgets de la République démocratique du Congo, s'il faut tenir compte de la gratuité de l'enseignement, l'enseignement primaire, donc les budgets, est-ce que ça sera suffisant ou bien on fera appel à des dons étrangers ou à des partenaires, étrangers? De mon expérience en tant qu'économiste, selon la littérature que j'ai déjà lue, la gratuité ne fonctionne jamais avec, disons, les appuis extérieurs. C'est pourquoi le Congo a suffisamment beaucoup de moyens, pour gérer ça. Seulement, il faut une rigueur, il faut une gouvernance dans notre pays. S'il y a une bonne gouvernance, nous pouvons avoir les moyens qu'il faut pour régler ces problèmes. La gratuité totale, elle s'estime en termes de milliards, mais on peut minimiser ça. Vous voyez par exemple l'approche que nous proposons, l'approche, disons, communautaire. Au lieu de rester ici à Kinshasa, concevoir la construction d'une salle à 1000 à 5000 dollars, avec des partitions de marché bidons, les gens ne vont pas construire les classes, nous adaptons. Il n'y a pas de modèle unique de développement pour dire parce que la Belgique a construit les écoles partout et qu'il faut que les gouvernements se construisent les écoles comme Boboto, même à Rutshuru ou à Kabekamang. C'est pourquoi pour réduire ces coûts-là, en termes de milliards que nous avons calculés ici dans nos bureaux, la communauté peut contribuer. Et en contribuant, ça va amortir... Quelle communauté? La communauté nationale, internationale? Non, la communauté locale. Je ne parle pas... Lorsque je pense à la communauté, c'est la communauté locale. C'est-à-dire que... Oui. Dans un village tel que Bikoro, les pasteurs de là, le chef du village et tous les leaders se mettent ensemble, ils fabriquent les briques, ils coupent la paille et ils ajoutent les salles. Les députés qui ont été élus, ils peuvent acheter des tôles ici, ils envoient. Vous voyez comment est-ce que nous construisons des bons bâtisses des églises ici. Ce ne sont pas des dons qui viennent de dehors. C'est votre dîme, ma dîme. Et cette même dynamique-là, nous pouvons l'engager, bien entendu, en mobilisant les Congolais. Parce que les Congolais pensent que donner, c'est seulement donner aux pasteurs. Donner aussi pour former quelqu'un à apprendre à lire et créer un monde de paix par votre contribution, c'est aussi préparer les paradis. Un message comme ça, un message nouveau dans l'Église, ça va contaminer les Congolais et nous aurons de bonnes écoles partout qui sont construites, bien entendu, bien couvertes par des tôles et finalement construites en dur progressivement. Parce que construire 45 000 écoles, quelle que soit la bonne foi, la bonne volonté du président actuel, ils ne feront même pas les 10%. Ça, je le dis vraiment en tirant toutes les conséquences. C'est pourquoi l'implication de la communauté locale en utilisant les matériaux locaux pour construire les écoles, comme nous le faisons déjà avec nos églises, nous construisons cette même dynamique, on la contamine dans le secteur éducatif. La gratuité est possible avant la rentrée. Mais sans ça, ça va rester un discours comme il a été depuis que les accords internationaux qui
qui prônent la gratuité ont été signés. Et même ici, dans notre constitution, cet article continuera à être violé et jusqu'à la fin du monde. Donc, la gratuité est possible, mais ces préalables-là, beaucoup d'enseignants à côté, les infrastructures de mauvais état, la solution, c'est l'État réfléchit selon les moyens disponibles. Les experts que nous sommes, nous lui proposons des scénarios possibles pour gérer la situation. Est-ce que c'est la gratuité totale ou la gratuité progressive? La construction des écoles, nous sensibilisons les communautés pour que les communautés ajoutent le nombre de salles parce qu'il y aura beaucoup d'enfants qui vont venir si cette mesure est prise. Et donc, à l'ère de l'économie des connaissances, malgré la gratuité, il faut réformer notre système. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. C'est là où on voulait quand même arriver. Ouais. Vous aviez parlé de la gratuité, vous aviez parlé des enseignants, des infrastructures. C'est bien beau, mais nous avons un système éducatif depuis 1966. Et c'est presque le même système. Vous avez les professeurs qui ne révisent presque pas les matières. Ce sont les anciennes matières. Il suffit seulement d'arriver dans la salle des classes et reprendre les mêmes matières. Il n'y a rien. Comment l'on peut alors réformer le système éducatif congolais? Oui. À cette réponse, comment, votre humble serviteur, je fais partie de quelques rares experts congolais, nous avons élaboré la stratégie. Le ministère de l'EPSP est doté d'une stratégie de développement pour 5 ans. Donc nous avons élaboré déjà cette stratégie qui parle de ces choses que je suis en train de vous dire ici. Et là, à partir du moment que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants en dehors de l'école, nous avons envisagé la notion de la gratuité. Il y a beaucoup d'enfants vivant avec handicap, comment qu'ils puissent aussi accéder. Là, nous avons, dans cette réforme, cela a été proposé. Il y a l'axe sur la qualité des enseignements, comme vous avez abordé. Les enfants ne savent pas lire. Nous avons mené des études dans ces pays où, en 3e primaire, plus ou moins 5% seulement d'enfants savent identifier les lettres. Vous comprenez que l'écart est grand. En 3e primaire. En 3e primaire. Donc vous comprenez que, et c'est ça même la fondation de développement des compétences. Et là, nous avons proposé, le programme de l'enseignement primaire, il est le meilleur. Seulement, nous utilisons les méthodes dépassées, les méthodes héritées de la colonisation. Et nous sommes là, comme capital humain congolais, qui pouvons proposer des choses. Vous voyez, nous sommes dans un système bien carré là. Les ministres réfléchissent avec les gens qui viennent. Parfois, il n'y a pas trop de flexibilité pour que les experts y entrent et y proposent. Et là, nous devons proposer des méthodes adaptées au contexte congolais africain pour que l'enfant apprenne à lire, développe la compréhension, pas la mémorisation. Si un parent, c'est tout celui qui nous suit, il peut prendre son enfant de 2e année, 3e année. Facilement, si tu demandes à cet enfant-là de vous réciter, donc de vous épeler les 26 lettres, l'enfant peut même fermer les yeux et il saute en train de vous citer avec fluidité les 26 lettres. Mais prenez les 26 lettres-là, écrivez-les en désordre. Au lieu de commencer de A à Z, commencez par X, vous les renversez. Donnez à cet enfant-là qui lisait en fermant les yeux. Vous comprendrez combien nos enfants ont une faiblesse incommensurable. Et ce système-là, il est hérité de la colonisation et nous devons le réformer. Au secondaire, c'est là qu'il y a encore un problème très sérieux. Vous comprenez que l'histoire, par exemple, prenons les cours d'histoire, de la première année en 5e année, 60% c'est l'histoire européenne, 30% l'histoire africaine. Donc 10% seulement l'histoire congolaise. C'est pourquoi vous et moi, nous sortons de notre école en connaissant à peine Lumumba. Le Kimbango, nous l'ignorons. Kimpavita, on vient encore l'apprendre lorsque Kabila a essayé un peu d'essayer la notion du patriotisme. Il parle. C'est là que les gens apprennent. Or, nous devrions apprendre notre histoire. On n'est pas au chevet, on est avec les pieds sur terre. On marche avec les pieds sur terre. Donc notre programme doit être réformé. Et les Congolais, nous sommes là. Nous avons un ministère de l'éducation ici. Dans la direction des programmes scolaires, aucun expert en développement des programmes. Aucun expert en développement des programmes. Et ceux qui sont là, ce sont des autodidactes tous. Et je dis ça. Vous aviez mené des recherches. Si quelqu'un pense, je dis le contraire, qu'il puisse vous contacter. Parce que depuis que je suis revenu au pays, je ne travaille qu'avec ce ministère. Donc mon expérience est dans le domaine de l'éducation avec les bailleurs. Donc je comprends très bien le fonctionnement de ce ministère. Et vous comprenez que l'école primaire, il faut réformer des méthodes d'enseignement. Au secondaire, il faut réformer les programmes. Et au niveau universitaire, nos
notre programme n'est pas collé au marché d'emploi. Je travaille dans les structures internationales. Nous recrutons difficilement les Congolais à des postes importants. Parce que par manque de compétences, selon la demande des postes, il faut suivre des formations supplémentaires pour être recruté. Ça, c'est dans des structures où on recrute sérieusement. Ailleurs, s'il n'y a pas de recommandations, vous n'avez pas d'emploi. Or, l'homme doit être... la culture de la dignité, c'est aussi lorsque vous êtes recruté librement sans recommandation. Donc, vous comprenez que les programmes, donc les réformes dont il est question, il y a un problème d'accès de beaucoup d'enfants en dehors de l'école, il y a la réforme des programmes scolaires, aussi nos méthodes d'évaluation. La façon dont nous évaluons les TENAFEP et les examens d'État, ça ne colle pas. Les examens d'État, c'est l'enfant faible qui distingue ici au Congo et qui a la chance d'obtenir une bourse. Quelle élite nous préparons pour l'avenir du Congo? Et ça, parmi les thématiques donc à subir des réformes, c'est notamment aussi l'évaluation. Et les capitales humaines congolais experts est là, dont moi qui vous parle. Et il y a aussi l'aspect de la gouvernance. Donc, dans cette réforme, il y a Avant que vous nous parliez de l'aspect gouvernance, il y a le système LMD. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces systèmes? Parce que l'on veut aussi appliquer le système LMD dans le système éducatif congolais. Oui, si vous m'avez présenté comme étant doctorant en économie de l'éducation, j'ai fait le système LMD dans une des meilleures universités au monde. L'université de Vêt figure parmi les 100 meilleures universités chaque mois de chaque année plutôt. Donc le système là n'est pas mauvais. Maintenant, le problème c'est notre système au Congo. Lorsque vous allez dans nos universités, aucune université n'a pas, donc il n'y a pas de bibliothèque à jour dans toutes nos universités. Ce système-là demande une certaine méthode de fonctionnement. Les étudiants dans les autres pays où nous imitons, parce que notre problème c'est copier ce qui se passe ailleurs, mais sans le faire très bien ici chez nous. Ces étudiants-là n'étudient pas chaque jour comme nous le faisons ici. Donc ne fréquentent pas les auditoires chaque jour. Ils fréquentent plus les bibliothèques que les auditoires. Vous comprenez la différence? Et l'expertise sort de là. Oui. Et nous, dans nos universités, nous avons copié les formes, la forme, la LMD, mais les contenus, les fonctionnements du LMD, ce n'est pas ce qu'ils pratiquent. C'est parce que nos universités n'ont pas de bibliothèques, malheureusement, et les étudiants se limitent au syllabus. Moi, je suis chef de travaux dans les universités ici. Il y a des étudiants qui terminent leur mémoire sans avoir lu un seul livre du début à la fin. Mais il a son diplôme, il va dans le marché d'emploi. Ce sont des mercenaires que nous lançons dans le marché d'emploi. Et là, il faut, dans cette réforme, lorsque nous parlons de l'accès et l'accessibilité, c'est aussi au niveau de l'université, c'est l'accessibilité au support de lecture, à la bibliothèque. Et nous sommes parmi les pays les plus viables, les plus dynamiques en termes de la demande de scolarisation. Nous avons des universités avec plus d'effectifs d'étudiants. C'est-à-dire que nos universités devaient avoir beaucoup de moyens. Une fois ces moyens-là sont gérés rationnellement, les bibliothèques ne poseraient pas de problèmes. Mais la façon dont les universités se gèrent, ça me surprend et j'observe comme tout Congolais. Voilà, vous observez, pour terminer, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la gouvernance. Voilà. Donc la gouvernance, c'est comme je vous ai illustré le cas des universités. Beaucoup d'étudiants sont là, ils payent. Cet argent-là va où? Il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Notre société civile au Congo, elle est absente. C'est une société civile qui ne fait que se plaindre, qui ne cherche pas la vraie information et poser les vrais problèmes. Nos universités, lorsqu'elles forment une main-d'œuvre mercenaire, sans compétence sur le marché d'emploi, c'est le Congo qui se meurt. Beaucoup payent, mais comment ça se gère? Personne ne pose cette question. L'école primaire ou secondaire, nous parents, nous payons. Les comités de parents d'élèves qui sont là, la façon dont ces fonds-là sont gérés, vous et moi, c'est compliqué. C'est pourquoi je dis toujours, l'école comme la police, ce sont des secteurs qui devaient faire entrer beaucoup de recettes à l'État. Mais seulement ces recettes-là se volatilisent quelque part dans les poches des individus. Ça, je le dis en connaissance des causes. Lorsque on vous arrête en cours de route, on vous amène au bureau de la police, vous payez les amendes, ça va où? Vous voyez? Oui. Et à l'école, tous les frais ascendants là, les frais qu'on paye
qui montent au bureau gestionnaire, ça va où, ça se limite où? Vous voyez? Voilà. Et il n'y a pas de traçabilité. Donc, et puis, la convention de l'État et les églises, ça brade aussi l'école. Je peux vous illustrer un cas. Juste quelques minutes seulement. Voilà, donc vous comprenez que la convention entre l'État et l'Église brade l'école. Il faut revoir ça le plus rapidement possible pour se sauver l'école. Donc la qualité, il faut réformer les programmes. Au primaire, ce sont les méthodes qu'il faut actualiser. Et au niveau de l'accès, il faut la gratuité pour que beaucoup d'enfants accèdent. Quand bien même, je l'ai dit, je parle de la gratuité avec beaucoup de regrets parce que la gratuité, ce n'est pas la solution pour une éducation de qualité. Voilà, la gratuité n'est pas la solution pour une éducation de qualité. Mais c'est une opportunité pour les 2 millions d'enfants en dehors de l'école ici au Congo. Effectivement, effectivement. Merci à vous, Georges Milumbu. Vous êtes doctorant en économie de l'éducation et expert en éducation. Avec vous, on a abordé la problématique sur la possibilité ou l'opportunité de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Merci de votre passage dans cette émission Décryptage. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Voilà, restez branchés sur nos antennes de Télé 50 et à très bientôt.